Avant de démarrer, vraiment mes remerciements infimes au professeur Dr Béchir Zouaoui et toute son équipe, tout le comité de la Société tunisienne de gynéco-obstétrique. Merci à tous les présences, vraiment c'est extraordinaire comme présence. Et sans pas tarder, je donne au professeur Zicler pour nous parler sur le progestérone naturel qui est récent, le Prolitex, de la laboratoire IPSA. À vous la parole. Merci de m'inviter en Tunisie. Ça me donne l'occasion de voir beaucoup d'amis et c'est un grand plaisir. Je vais vous parler d'une nouvelle progestérone. Mais la progestérone, ce n'est pas nouveau. La progestérone, c'est la mère des hormones et c'est l'hormone des mères. Ça a toujours été là. Alors, je vais essayer de vous faire passer deux messages. La première des choses, c'est que les transferts d'embryons congelés, c'est une autre affaire que les transferts en fécondation in vitro frais. Et la deuxième partie du message, c'est que les taux de progestérone dans le sang comptent. C'est important. On n'a jamais tenu compte de cela. Vous allez voir, et c'est des progrès qui se sont déballés ces dernières 5 années, les taux de progestérone comptent. OK? Ça, c'est l'équipe à l'hôpital Foch, où je suis actuellement. On a un DU de médecine de la reproduction, pour ceux que ça intéresse. Il paraît que c'est très bien. Il y en a qui sont déjà venus. Dans le cycle spontané, voilà ce qui se passe avec les taux de progestérone, les taux d'œstradiol pendant le cycle spontané. Rien de spécial à dire. Pour ce qui est de la progestérone, dans la fécondation in vitro en cycle spontané, le problème est seulement pendant la phase lutéale. Les agonistes, les antagonistes, les taux d'œstradiol très élevés induisent un blocage de l'hypophyse qui fait que la production de progestérone par le corps jaune est anormale, insuffisante. Mais dès que la femme est enceinte, c'est l'HCG de l'embryon qui prend le relais. Et par conséquent, à ce moment-là, en réalité, on peut arrêter le soutien de la phase lutéale. Il y a certains groupes qui le font. Les autres groupes, comme nous, ne le font pas, peut-être comme vous, pour une seule raison, manque de courage. Parce qu'on a peur d'arrêter. Mais en réalité, dans le cycle frais, on peut arrêter au moment du transfert, au moment du test de grossesse positif. OK ? Le traitement de progestérone est poursuivi en principe pendant 10 semaines. Mais la vraie nécessité, c'est pendant la phase lutéale. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme progestérone disponible? Avant, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, oui. Certains aussi. Il y avait les progestérones injectables intramusculaires qui sont toujours utilisés aux États-Unis. Ouch, ça fait mal. Certains Américains pensent que si ça fait pas mal, ça ne fait pas du bien. Que par conséquent, il faut faire des injections intramusculaires. Mais vous allez voir que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce qu'on pourrait rire, les Américains n'ont pas tort sur ce coup-là. Alors, les tests préparatoires œstradiol-progestérone ont montré deux choses. D'abord, avec la progestérone vaginale qu'on a utilisée en remplacement de la progestérone intramusculaire parce que ça fait mal. Et parce qu'en Europe et en Tunisie, on pense qu'il ne faut pas faire mal, contrairement aux Américains. Vous allez voir qu'avec la progestérone vaginale, vous savez qu'il y a un transport direct vers l'utérus et qu'il y a des taux très élevés. Mais ce n'est pas suffisant. C'est la nouveauté. Alors, ces tests de préparation de la progestérone ont permis de définir les transformations sécrétoires qui aboutissent à la réceptivité pour l'implantation et à définir la fenêtre d'implantation. Ça date de l'époque des premiers temps du don d'ovocytes. Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que les progestérones qui sont disponibles, en France et en Tunisie, n'ont été validés que dans les cycles frais. Rien n'a été validé dans les cycles congelés. Donc, chacun d'entre nous est un pilote d'essai lorsqu'il utilise une progestérone dans un cycle congelé. Et vous allez voir que c'est important. Les taux de progestérone sont importants. On ne savait pas ça. Je vais vous en montrer l'évidence. Et la progestérone, le supplément en progestérone est nécessaire tant dans les cycles substitués que dans les cycles naturels. Alors, pour transférer les embryons congelés, puisque c'est ça le problème, puisque grâce à la vitrification, on fait de plus en plus de transferts d'embryons congelés. À Foch, on fait 60% de transferts d'embryons congelés. On les fait en général en cycle substitué. Pourquoi? Parce que c'est mieux pour le groupe. On ne fait pas de transfert le dimanche. Vous savez qu'en France, si on fait travailler les gens le dimanche, ils vont en grève. OK? En Tunisie, on travaille tous les jours. C'est autre chose. Donc, les cycles substitués sont mieux pour l'équipe. C'est aussi mieux pour la patiente qui sait à l'avance quand il faut venir pour le contrôle et quand il faut venir pour le transfert. Les cycles substitués en termes de taux de grossesse, une étude prospective randomisée par un groupe nordique. Les cycles substitués œstroprogestatifs sont équivalents en termes de taux de grossesse et en termes de taux de naissance vivante dans une étude prospective randomisée. Donc, la discussion, khalas, c'est fait, c'est clair, c'est équivalent. Ça, c'est les résultats. Vous voyez en haut la ligne traverse 1, c'est équivalent, étude prospective randomisée. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe en début de grossesse? On a dit la préparation de l'endomètre pendant la phase lutéale. Et ça, on peut y suppléer par la progestérone vaginale et on obtient des endomètres réceptifs. Mais en début de grossesse, si vous regardez le carré qui est entouré de rouge en bas à gauche, vous voyez que les taux de progestérone s'élèvent pendant les premières semaines de grossesse. Dans les cycles frais, on ne s'en occupe pas parce que le corps jaune est là. Mais dans les cycles substitués pour les embryons congelés, c'est ça la question, et c'est la question qu'on a oubliée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les cycles congelés? Vous avez l'œstradiol, il n'y a rien, puisque l'ovaire ne fonctionne pas. La progestérone, il n'y a rien, puisque l'ovaire ne fonctionne pas. Donc, il faut donner. Donc, on donne de l'estradiol, et il n'y a pas trop de problèmes. On donne soit le Provamès, soit à la rigueur des patchs, s'il y a des problèmes avec le Provamès. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'estradiol, ça marche. Pour la progestérone, quelle dose faut-il donner? La réalité, c'est qu'on ne sait pas. La réalité, c'est qu'on a cru que ce qui était bon pour le cycle frais était bon pour le cycle congelé. Sauf que, apparemment, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est les élévations de progestérone en début de cycle. Et une équipe de Boston, avec le docteur Rakowski, qui est maintenant avec nous à l'hôpital Foch, a été les premiers à montrer que la progestérone vaginale, peut-être que pour les cycles d'embryons congelés, ce n'était pas parfait. Ça, c'est les résultats. C'est tard, ne regardez pas les chiffres, c'est trop petit. Donc j'ai fait des barres pour vous, pour simplifier. Et avec les barres, on voit que la progestérone intramusculaire donne des résultats meilleurs que la progestérone vaginale. Mais ce n'est pas prospectif, ce n'est pas randomisé, c'est rétrospectif. Alors, ça, c'est une étude de Kate Devine dans le groupe de Shady Grove, qui est à proximité de Washington, la ville de Washington. Ils ont fait une étude prospective randomisée cette fois-ci, avec 3 groupes. 1, progestérone intramusculaire. Pourquoi il retourne, lui? Progestérone intramusculaire, progestérone vaginale, et le deuxième groupe, mixte, intramusculaire et vaginal.
Voilà les résultats. À gauche, intramusculaire, taux d'implantation 45%, c'est bon. Mixte, c'est bon. Vaginal, c'est pas bon, parce qu'en fait, vous avez des taux d'implantation et des taux de grossesse vivante significativement différents, de telle sorte que, ça c'était l'étude intérimaire, ce groupe numéro 3 a été interrompu. Il y a un problème avec la progestérone vaginale dans les cycles congelés. Depuis, un groupe en Espagne, le groupe IVI, c'est pas très loin de la Tunisie, l'Espagne non plus. Hein. Regarde un peu à gauche. Bon. Les taux de progestérone la veille du transfert avec de la progestérone vaginale, des transferts d'embryons congelés et ou du don d'ovocytes. Parce qu'en Espagne, il faut beaucoup de dons d'ovocytes. 4 quartiles. Quartiles, on dit en français, je ne sais pas. 4 groupes de 4 avec les taux à gauche les plus bas, inférieurs à environ 9,2 ou on peut dire maintenant 10 nanogrammes par ml la veille du transfert. Taux de grossesse plus bas, et vous voyez que le taux de fausse couche est fortement plus élevé quand le taux est plus bas. Pourquoi? Si la progestérone vaginale donne des taux tissulaires très élevés. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. On ne sait pas encore, mais vous allez voir. Je garde le meilleur pour la fin. Alors, ça, c'est une équipe en Turquie, toujours autour de la même mer Méditerranée. Okay? Vous avez ici un groupe contrôle qui ont de la progestérone vaginale et des taux supérieurs à 10 nanogrammes par ml la veille du transfert. Et à gauche, des taux inférieurs, mais substitués avec la nouvelle progestérone sous-cutanée Prolutex à 25 mg, une injection par jour. Et vous voyez, pas de différence, c'est comme on dit en bon français, kiff-kiff. La progestérone sous-cutanée réajuste les taux de grossesse et les déficiences de la progestérone vaginale lorsque les taux sont trop faibles. Alors, les Espagnols ont refait la même étude avec la substitution par le Prolutex lorsque les taux sont trop bas. Et vous voyez ici les taux contrôle, donc les taux supérieurs à 10 nanogrammes par ml, et les taux faibles mais substitués par le Prolutex 1 par jour, et vous avez des taux de grossesse, des taux d'implantation, des taux de grossesse cumulés et des taux de fausse couche identiques dans les deux groupes. Donc, quand la progestérone est trop basse, si on ajoute la progestérone sous-cutanée, la nouvelle progestérone que vous avez la chance d'avoir en Tunisie, vous corrigez le problème. On va venir à la question de savoir pourquoi il y a un problème, et on va venir à une description un peu de ce que c'est que cette nouvelle progestérone. Ça, c'est une méta-analyse, Mello et collaborateurs. Ils ont regardé les différences de taux. Alors, ils ont tout analysé, mais là, je vous ai mis les taux de grossesse en fonction de taux de progestérone, moins de 10, inférieur à 10, et vous voyez que quand c'est supérieur à 10, les taux de grossesse sont supérieurs. Et on trouve la même chose, mais dans l'autre sens, pour les fausses couches. Donc, il y a un problème avec la progestérone. Donc, la progestérone vaginale n'est pas suffisante pour une fraction de la population qui est environ entre 30 et 50% des femmes n'ont pas de progestérone suffisamment élevée par la progestérone vaginale. Il reste encore de savoir, mais pourquoi les taux sont importants? On va y venir. Ne partez pas. Surtout pas. Alors, ça, c'est de nouveau une équipe turque qui a utilisé cette fois-ci la progestérone sous-cutanée 2 fois par jour versus la progestérone intramusculaire. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence pour les taux de grossesse. Qu'est-ce que c'est que cette progestérone sous-cutanée? Vous savez, même moi je le sais,
que la progestérone est une des substances les plus hydrophobes qui existent sur la surface de cette Terre. Par conséquent, on ne peut pas faire de solution aqueuse de progestérone. Donc, on a fait des solutions huileuses. Et les solutions huileuses, elles sont obligatoirement intramusculaires. Ouch, ça fait mal. Mais maintenant, on vous dit, Prolutex, c'est sous-cutané. Comment est-ce possible? Il y a un truc. Et oui, il y a un truc. Mais comme dans toutes les histoires, les meilleurs trucs sont les plus vieux trucs. Donc la société qui a développé ce produit, qui s'appelle IPSA, qui est une société suisse, mais dans la partie italophone de la Suisse, a utilisé une solution pour rendre la progestérone hydrosoluble, qui est une solution innovante, mais ancienne, étudiée et utilisée dans l'industrie pharmaceutique depuis très longtemps, et même dans l'industrie alimentaire pour mettre des colorants dans l'alimentation. La cyclodextrine. La cyclodextrine, c'est un résidu d'amidon. Donc, si vous voulez, c'est comme un morceau de pain qui enrobe la progestérone. Je simplifie. Quand vous injectez, donc, le pain rend la préparation hydrophile, donc c'est une solution aqueuse. Quand vous injectez le pain, est tout de suite digéré par les enzymes et il reste la progestérone naturelle intacte. Ce n'est pas un métabolite de la progestérone, c'est la progestérone naturelle, mais en solution sous-cutanée. Par conséquent, la femme peut le faire à elle-même, et ça, c'est l'innovation. Encore une fois, les meilleurs trucs sont les plus vieux trucs, souvent. Donc, vous voyez là la progestérone encapsulée dans la mie de pain. Pour la voie vaginale, on avait travaillé, moi-même j'ai travaillé là-dessus pendant de nombreuses années, pour démontrer qu'il y avait une concentration spéciale dans l'utérus, qu'on appelait premier passage utérin, et qui aboutissait à des taux tissulaires plus élevés par la voie vaginale que par la voie injectable. Pourquoi y a-t-il un problème? On va y venir. Ne partez pas. Merci. Ça, c'est la pharmacokinétique de la progestérone sous-cutanée en bleu versus la progestérone vaginale, donc c'est sous-cutané 2 injections par jour versus progestérone intramusculaire. Et vous voyez que 2 injections, c'est équivalent en gros à une injection intramusculaire de 50 mg et que par contre c'est largement supérieur, si vous voyez la surface sous la courbe, à la voie vaginale, pour les taux circulants. Alors, ici vous avez la intramusculaire versus la progestérone sous-cutanée, 25 mg 2 fois par jour, encore une étude en Turquie, versus intramusculaire, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence ni dans les taux de grossesse, ni dans les taux de naissance vivante, ni dans les taux de fausse couche. Donc vous pouvez avoir l'équivalent des résultats américains avec la progestérone intramusculaire, ouch, ça fait mal, avec du sous-cutané qu'on fait tout seul 2 fois par jour. Le problème, c'est que c'est un peu cher. Alors, la dihydrogestérone, qu'est-ce que c'est? C'est un métabolite de la progestérone. Ce n'est pas la progestérone, c'est un métabolite de la progestérone. Vous savez que c'est proposé pour le soutien de la phase lutéale dans les cycles frais. Et vous savez qu'il y a des questions sur l'éventuelle toxicité de ce produit qui n'est pas naturel. Le Prolutex, c'est naturel. La mie de pain, elle disparaît. D'accord? Alors, récemment, et quand je dis récemment, c'est la semaine dernière, est publié cet article qui indique qu'en mesurant les taux, non pas de progestérone, parce que la dihydrogestérone n'élève pas la progestérone, mais elle élève les taux d'hydroprogestérone, qui sont bien sûr très difficiles à mesurer. Il faut un laboratoire spécialisé que vous et moi n'avons pas. Et vous voyez qu'ici, la moitié des femmes qui ont un taux de dihydrogestérone plus bas ont des taux de grossesse, des taux de fausse couche plus élevés, excusez-moi, des taux de grossesse plus bas et des taux de fausse couche plus élevés. Est-ce qu'il y a un pointeur? Celui du milieu? Alors, là. Bon. J'ai de la peine, hein.
OK. Alors, vous voyez ici, maintenant il faut que je vous montre bien, hein, le taux de grossesse est plus bas quand les taux circulants de dihydrogestérone sont plus bas, et les taux de fausses couches sont plus élevés, et les taux de fausses couches au premier trimestre sont plus élevés. Par conséquent, la dihydrogestérone dans les cycles congelés ne marche pas pour la moitié des femmes. Est-ce que c'est clair? Là, vous avez les résultats que je voulais vous montrer. OK? Ça ne peut pas être mesuré pratiquement dans les laboratoires de chez vous, ni chez nous. C'est donc un problème pour l'instant. La dihydrogestérone, c'est tentant parce que c'est oral, mais dans la réalité, ça ne marche pas pour la moitié des femmes parce qu'il y a des taux trop bas. Alors, on en revient à la question, pourquoi les taux tissulaires de progestérone sont élevés avec la voie vaginale et la voie vaginale ne marche pas chez une fraction des femmes? Parce que, et c'est une hypothèse, ce n'est pas une preuve, mais c'est une hypothèse, et jusqu'à présent, elle est valable, parce qu'on a pris en considération que les taux pelviens, les taux dans l'utérus. Or, la progestérone a aussi des effets qu'on a ignorés extra-pelviens, notamment des effets immunotolérants. La progestérone est responsable de l'immunotolérance en agissant sur le système immunitaire. Et bien évidemment, cet effet-là est dépendant des taux circulants et pas des taux utérins. C'est probablement l'explication pour laquelle la voie vaginale est insuffisante chez une fraction des femmes, entre 30 et 50%, et qu'il faut substituer de la progestérone sous-cutanée chez ces femmes si vous voulez avoir des résultats optimums. Ça montre le territoire extrapelvien et pelvien de l'action immunotolérante de la progestérone et les effets immunopelviens et immunotolérants sont extrapelviens. Alors, on peut utiliser la voie intramusculaire. Je ne crois pas qu'elle soit disponible en Tunisie, elle n'est pas disponible en France. Ça fait mal, ça doit être fait par une infirmière. La voie sous-cutanée, actuellement, remplace la voie intramusculaire à raison de 2 injections par jour. Ou on peut faire une combinaison vaginale et sous-cutanée. Soit en mesurant la progestérone la veille du transfert et en ajoutant la progestérone sous-cutanée si le taux est trop bas, mais c'est compliqué, et soit, comme nous on le fait à Foch, en donnant systématiquement à tout le monde le régime combiné, vaginal et sous-cutané, 25 mg par jour le matin, parce que c'est la voie vaginale du matin qui est la moins efficace, parce qu'elle sort, et on fait ça pour tout le monde, pour des raisons de simplicité, parce qu'on ne peut pas mesurer, faire revenir les gens, c'est trop compliqué. Alors, pour conclure, et j'espère que je n'ai pas été trop long, apparemment personne n'est sorti, donc vous avez écouté la fin de l'histoire, l'effet immunotolérant, merci. Les produits existants n'ont été étudiés de manière formelle que dans les transferts frais. Ce qui est d'ailleurs aussi valable pour les études formelles devant les systèmes réglementaires, ce qui est aussi valable pour le Prolutex, qui a été étudié à 1 injection par jour dans les transferts frais. Et pour les transferts congelés qui nous intéressent, parce que c'est 80% des cas maintenant, les taux de progestérone sont importants. Soit vous mesurez et vous ajoutez chez les gens chez qui c'est inférieur à 10 ou 15 nanogrammes par ml, soit vous appliquez la solution qu'on a à Paris, qui consiste à l'administrer à tout le monde pour plus de simplicité. 25 mg 2 fois par jour, c'est équivalent à la voie intramusculaire. Donc, si quelqu'un ne veut pas la voie vaginale, vous pouvez aussi utiliser Prolutex 25 mg 2 fois par jour. Et c'est injecté par la patiente elle-même, exactement comme les injections de gonadotropine qu'elles font avant. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations. J'espère que vous vous avez amusé un peu. Je vois que vous êtes restés jusqu'à la fin. Les taux de progestérone comptent.
dans les transferts d'embryons congelés et il faut soit mesurer la progestérone et ajouter, soit utiliser à tout le monde un substitut en progestérone sous-cutanée. Les choses ont changé ces 5 dernières années. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur Ziegler, pour cette présentation très claire sur ce. On espère qu'il aura vraiment sa place en Tunisie, d'après votre explication. On a le droit de 2 questions, si possible. Oui. Bon, je vais tricher un peu. Je vais poser 2 Docteur questions. Mahjoub. Alors, donc dans votre pratique courante, si vous donnez 2 fois des injections sous-cutanées, vous ne faites plus un dosage de la progestérone la veille du transfert. Non. La deuxième petite question, est-ce que vous avez associé la voie orale avec la voie sous-cutanée Non, on n'a pas fait la voie orale. Le progestérone oral avec un rescue n'est sous-cutané? pas efficace. C'est métabolisé dans le foie. Ce n'est pas efficace, ça a été démontré. Donc on n'utilise pas la voie orale. Et la voie rectale? Hein? Et la voie rectale? La voie rectale est équivalente à la voie vaginale, mais par contre, nous, on n'a pas d'expérience en France. Ça ne tombe pas. Ouais. Il nous reste 2 questions uniquement. Allez-y. S'il vous plaît. Épousez. Il y a des articles où il parle quand le taux de progestéronémie dépasse les 22 nanogrammes. Ouais. Il y a un taux d'implantation qui est bas. Alors, C'est aussi ok, la péjoratif. question est de savoir est-ce que s'il y a des taux trop élevés, c'est mauvais. S'il n'y a pas des articles, c'est un l'article. Wahed. Moi, je l'ai lu. Un. Je l'ai lu. Oui, qui est un article australien qui n'a jamais été démontré par d'autres. Et il y a plusieurs articles qui montrent que ce n'est pas le cas. Question, docteur Midiassi. Et à la fin, oui, allez-y. S'il vous plaît, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peter Maïdan, lorsque j'avais fait une enquête sur le support de la phase lutéale, a répondu textuellement « Je ne dose pas la progestérone parce qu'elle ne sert à rien. Il ne sert à rien de doser la progestérone ni en frais ni en congelé. » Il a depuis changé d'avis. Qui a dit ça? Peter Maïdan. Il a changé d'avis, oui. Peter l'a dit, je l'ai en écrit sur un mail. La dernière, c'est Vous docteur avez, Ben Saïd. là, vous avez, à ma connaissance, vous avez utilisé le Prolutex 50 aussi. Vous avez fait 25 Alors, fois 2, 50 fois 2 aussi. Non, on l'a utilisé à Foch, 25 mg, et 50 a été utilisé en Turquie, et nous, on l'a utilisé chez quelques femmes qui ne veulent pas de voie vaginale, mais pas fait d'études. Par contre, les études ont été faites en Turquie. C'est bon, ça. Docteur Ben Saïd, mais rapidement, docteur Ben Oui, Saïd. je vous remercie pour votre présentation. Vous nous avez dit que la voie vaginale ne permet pas d'avoir une progestéronémie pour une fraction de patientes à la dose habituelle qu'on utilise actuellement. Est-ce que le fait de prendre une dose intravaginale de 1200 mg permet de corriger, même si on ne fait pas appel à la préparation sous-cutanée 2 fois par jour? Mettre plus de progestérone, yallah. Ça va déborder. Non, sérieusement. Ce qui contrôle l'absorption de la progestérone et les taux circulants, ce n'est pas la quantité de comprimés qu'on met dans le vagin, c'est la concentration dans le vagin. Si vous mettez 1, 2 ou 3 capsules d'utrogestan dans le vagin, les taux circulants sont les mêmes. Si vous le mettez 2 fois par jour, il y a plus. Mais si vous mettez 1, 2 ou 3 comprimés dans le vagin, les taux circulants sont les mêmes. Parce que la concentration dans le vagin versus la concentration dans le sang, qui est le moteur pour l'absorption, est la même. Mais quand j'ai dit 1200 mg, ce n'est pas à mettre dans une seule fois. Il faut les répartir sur 3 prises. Alors, on peut 400 mg par toutes les 8 heures. Alors, on peut le répartir sur 3 prises. Le problème, nous, on ne l'a pas étudié. Le problème de la prise de midi, c'est difficile. Merci beaucoup, professeur de Ziegler. Donc, on est un peu Merci à en vous. retard, donc on va avancer et passer à la 3e session et la dernière qui parle de l'infertilité inexpliquée. Avant cela, je vous rappelle ou je vous informe que vous avez une soirée en plein air sur la piscine ce soir à 22h, animée par le DJ Bash. Donc, professeur Halouani va commencer la 3e session. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, la première plaque, s'il vous plaît.
Donc, ma présentation est intitulée Stérilité inexpliquée. Est-ce un couple mal exploré? Donc, je commence par ce cas clinique. Madame Y, 28 ans, premier lit, sans antécédents, non tabagique, cycle régulier de 28 jours, une BMI à 24, un examen clinique normal, et puis une échographie, un utérus normal, un compte des follicules en trop à 15, et puis une hysterosalpingographie tout à fait normale. Monsieur, 32 ans, c'est le premier lit, sans antécédents, non tabagique, examen normal, spermogramme normal, avec un volume de 3000 litres, numération 25 millions, mobilité progressive 42% et forme typique à 5%. Ils sont mariés depuis 1 an, avec des rapports sexuels non protégés, sans problème sexologique. Alors, ma question, est-ce qu'il s'agit d'une infertilité inexpliquée d'après vous? Ma deuxième question, faut-il demander d'autres explorations pour essayer d'étayer le diagnostic? Et ma troisième question, faut-il commencer une prise en charge en AMP? Donc, pour dire que c'est une stérilité inexpliquée, est-ce que vraiment il y a une définition? Théoriquement, c'est l'absence de cause identifiable à l'infertilité. Donc, ça serait un diagnostic d'exclusion. Ça suppose que nous sommes devant une femme jeune, avec une enquête médicale négative, sperme normal, ovulation normale, réserve ovarienne normale, cavité endométriale normale étayée par l'hysterosalpingographie ou l'hystéroscopie, trempe perméable, confirmée par une hysterosalpingographie, cavité péritonéale normale, étayée par une célioscopie ou une IRM pelvienne, carotype normal. On peut aller jusqu'à faire une biopsie de l'endomètre, un ERA-test, une étude immunohistochimique pour la recherche de CD138, une thrombophilie, et on peut aller jusqu'à un diagnostic, un screening pré-implantatoire. Mais la question, quand est-ce qu'on s'arrête? Toute étiologie potentielle d'infertilité considérée, évaluée et réfutée. Et quand est-ce qu'on peut dire que ce couple est mal exploré? C'est un sujet confus même dans la tête des cliniciens. Et voilà un survey fait en France, publié tout récemment. On a essayé de poser la question à des spécialistes en fécondation in vitro sur 80 centres français. Et on a essayé de voir, d'après ces médecins, qu'est-ce que ça veut dire une stérilité inexpliquée. Les réponses sont disparates. Certains disent qu'il faut un test postcoïtal. D'autres, une analyse et une recherche au prélèvement de l'endocole à la recherche de chlamydie. Pour d'autres, il faut faire une IRM pelvienne. Pour d'autres, une laparoscopie. Donc, à peu près 20% des réponses, il faut faire une laparoscopie pour être sûr que c'est une stérilité inexpliquée. En fait, vous voyez qu'il n'y a pas de consensus en France. Et quels sont les tests qu'il faut faire pour être sûr que c'est une stérilité inexpliquée? C'est la même chose pour les cheveux. On attendait en fait une publication qui devrait paraître en 2021 pour le diagnostic et la conduite à tenir en matière de stérilité inexpliquée, et ces guidelines ne sont pas encore parus. Ceci explique tout à fait la variabilité de la prévalence de la stérilité inexpliquée dans le monde. Et vous voyez ici plusieurs publications. Et d'après ces publications, la prévalence va de 8% jusqu'à 41%. Et pour certains, ça peut aller jusqu'à 51%. Dans notre centre, une étude de la prévalence faite sur 3 ans a montré que le taux de stérilité inexpliquée, c'est 27%. Maintenant, on va voir les publications américaines. Qu'est-ce que disent les Américains
et en particulier la société, la SRM. En fait, ils définissent la stérilité inexpliquée comme étant l'absence de grossesse avec la présence de 3 conditions. Une ovulation régulière, étayée par des cycles réguliers ou par une échographie, au moins une trempe perméable et un sperme tout à fait normal. Et pour les Américains, il n'y a pas lieu de faire les tests suivants, comme une laparoscopie, comme un test de fragmentation de l'ADN spermatique, un test postcoïtal, thrombophilie, un test immunologique, un karyotype, une biopsie de l'endomètre, un dosage de la prolactine, de la progestérone, de l'estradiol, un dosage de la FSH et de la LH, que s'il y a un pourquoi, que si on a fait les tests standards et on n'a pas trouvé une explication et que le test standard nous oriente pour faire un examen déjà cité. Donc, faut-il demander d'autres explorations avant de commencer une AMP? La réponse est non. Toujours chez les Américains, et cette publication qui dit que les examens en matière de fertilité doivent être faits selon un ordre logique et qu'il faut faire plutôt les tests standards que j'ai cités pour conclure que c'est une stérilité idiopathique. Et il n'est pas question de réaliser des tests qui ne sont pas classiques et pour lesquels on n'a pas une indication. Les Américains disent que dire une stérilité inexpliquée, ça ne veut pas dire qu'il y a une cause. Alors, si on voit ce tableau, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que, en matière de stérilité inexpliquée, le live birth rate, donc le taux de naissance vivante, est de 32%. Dans le cas des stérilités inexpliquées, selon la définition déjà décrite par les Américains. Et si on voit les autres étiologies, si on creuse et on cherche les troubles de l'ovulation, on cherche s'il y a un problème tubaire, s'il y a un problème d'endométriose, en particulier stade 1 et 2, si on cherche au niveau des spermatozoïdes, on trouve à peu près les mêmes pourcentages. Et donc, pourquoi faire tous ces tests-là alors que le pourcentage de grossesse, il est le même et il est en plus mieux en cas d'endométriose stade 1 et 2. D'ailleurs, une publication de la Cochrane Database et qui dit que l'impact d'une endométriose légère ou modérée est très faible concernant le pronostic de la fertilité. Alors, la dernière question, faut-il attendre après 1 an de rapport sexuel non protégé? Donc, le couple que j'ai déjà présenté, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas? La réponse est non, c'est clair. On n'attend pas et il faut passer à une prise en charge en AMP. On va voir si on attend, qu'est-ce qu'on va gagner? Vous voyez que, d'après cette publication, qu'il y a 2 à 4% de grossesse spontanée par cycle si on attend. Des publications comme celle-ci, 13% de grossesse spontanée dans l'année. D'autres publications sont plutôt plus optimistes, donc 15% dans l'année et 35% dans les 2 ans qui suivent. Et pour les plus optimistes, le taux de grossesse cumulé sur 3 ans, sans traitement, est à peu près 80%. Mais il faut savoir une chose, c'est que la grossesse spontanée après 30 ans, c'est des chances faibles si on ne fait rien du tout. Il faut savoir aussi que l'âge, il a de l'importance et que la durée de la stérilité, c'est un élément de mauvais pronostic. Donc, si on dépasse 3 ans, les chances de grossesse diminuent énormément
si on ne fait rien du tout en matière d'infertilité inexpliquée. Je passe au deuxième cas clinique. Donc, Madame HM, 26 ans, premier lit, sans antécédents, non tabagique, cycle régulier de 28 jours, hysteronormal, célioscopie, l'endométriose légère, karyotype normal. Monsieur, 30 ans, sans antécédents, non tabagique, examen normal, spermogramme normal, un karyotype normal et un test de fragmentation de l'ADN spermatique, il était normal. 3 ans de mariage, avec des rapports sexuels non protégés, pas de problème sexologique. Donc là, on est devant une endométriose inexpliquée avec une petite note d'endométriose légère. Alors, on fait 2 IAC, échec, et 4 ICSI. La première ICSI, 8 ovocytes, 0 embryon. La deuxième ICSI, 2 ovocytes, 0 embryon. La troisième ICSI, 5 ovocytes, 0 embryon. La quatrième ICSI, 3 ovocytes, 0 embryon. Ici, on a ajouté le calcium ionophore. Donc, nous sommes devant une infertilité idiopathique avec échec de fécondation en FIV. Donc, le cas clinique suivant, c'est une femme 31 ans, premier lit, sans antécédents, non tabagique, cycle long, hystéronormal, avec des ovaires OPK, aspect OPK, avec un karyotype 46XX. Marié à madame, 32 ans, premier lit, à monsieur, 32 ans, premier lit, non tabagique, hépatite C avec une charge faible, diabétique, l'examen normal, spermogramme normal, à part un taux de forme typique, donc une légère tératospermie, et avec un karyotype tout à fait normal. 5 ans de rapports sexuels non protégés, pas de problème sexologique. On fait 2 IAC, c'est négatif. On fait le premier essai de fécondation in vitro, 25 ovocytes. Vous imaginez, c'est un cas d'ovaire polykystique. On a mis 12 ovocytes en ICSI, 10 en FIV. On a eu 4 embryons de mauvaise qualité, transférés à J2 et pas de grossesse. La deuxième tentative, 2 ovocytes, 9 en ICSI, pas d'embryon. Et là, on se demande pourquoi il n'y a pas de grossesse. L'observation suivante. Donc, ce monsieur, c'est le frère du précédent. Il est marié à une femme de 27 ans, une femme jeune, sans antécédents, non tabagique, hystéronormal, éconormal, bilan biologique normal et karyotype 46XX. Donc, j'ai dit que c'est le frère du précédent. Il est non tabagique et il a... Bon, je m'excuse là, c'est le même monsieur qui s'est marié à une nouvelle femme. Mais cette nouvelle femme est plutôt tout à fait normale. Alors, 3 ans de rapport sexuel non protégé, pas de problème sexologique. On fait une ICSI, 12 ovocytes, 8 en ICSI, un embryon de mauvaise qualité transféré à J2. Négatif, donc pas de grossesse. Alors là, on pense plutôt à un problème masculin, puisque ce sont 2 frères et qui ont le même résultat. Ce sont 2 frères qui n'ont pas réussi à avoir une grossesse, c'est bien ça. On continue. Donc si on voit l'origine de l'infertilité, donc on voit que le tiers c'est une infertilité masculine, le tiers c'est féminin, et puis le tiers c'est une infertilité sans cause idiopathique. Et dans le cas de la stérilité idiopathique, la moitié est due à une anomalie masculine et la moitié à une anomalie féminine. Alors, vous voyez que nous avons 2 spermogrammes qui étaient tout à fait normaux. 2 spermogrammes, qu'est-ce qu'on cherche?
on cherche 3 éléments au spermogramme, le nombre, la mobilité et la morphologie. Et dans la morphologie, on voit la tête, la pièce intermédiaire et la queue. Mais ce qu'on ne voit pas au niveau du spermogramme, c'est ce qui se passe en intracellulaire dans le spermatozoïde. En particulier le DNA, le centriole, le ROS, et puis les autres, les protéines et l'ARN. Toujours pour la société américaine, ces tests, la fragmentation de l'ADN spermatique, l'anomalie de l'ARN, les centrioles, le sperme, et puis les ROS, donc le stress oxydatif, tous ces examens n'ont pas une bonne reproductibilité et sont peu fiables. Et donc, pour la société américaine, pour la SRM, c'est des examens qu'il ne faut pas demander. On a voulu nous approfondir pour nos 2 patients qui n'ont pas réussi à avoir, nos 2 frères en fait, qui n'ont pas réussi à avoir une grossesse. Et en faisant l'étude génétique, on révèle une mutation homozygote pour le gène PLCZ1 qui était muté. Et en principe, cette mutation, si elle existe, elle va empêcher l'activation de l'ovocyte par le spermatozoïde. Un autre cas clinique, donc Madame WBHS, 34 ans, premier lit, sans antécédents, non tabagique, cycle régulier, hystéronormal, donc elle n'a rien du tout. Elle est mariée à Monsieur NBN, 36 ans, premier lit, tabagique, diabétique, examen normal, spermogramme tout à fait normal, avec un spermogramme normal. Ils sont mariés depuis 8 ans avec des rapports sexuels non protégés et avec absence de problèmes sexologiques. Donc, vu l'ancienneté de la stérilité, on préconise une ICSI. En protocole long, on a eu 10 ovocytes, 8 étaient des VG et 2 étaient atrétiques. Il s'agit ici d'un arrêt de la maturation ovocytaire. Et on fait une étude génétique et on révèle qu'il y a une mutation du gène PATL2 qui est un gène qui intervient dans la maturation ovocytaire. Donc, en apparence, c'est une stérilité inexpliquée, mais en réalité, si on creuse, on trouve un problème génétique qui peut expliquer cette infertilité. L'observation suivante, 28 ans, une femme 28 ans, premier lit, sans antécédents, non tabagique, hystéronormal, échographie normale, hystéroscopie normale, bilan biologique normal, et puis un karyotype normal. Elle est mariée à monsieur BS, 37 ans, sans antécédents non tabagiques, examen normal, spermogramme tout à fait normal, 46XX, 3 ans de rapport non protégé, pas de problème sexologique. Alors, on fait une IAC, pas de grossesse, et puis on fait 6 ICSI, donc une série de 6 ICSI. Il y a une fécondation, mais ça se bloque à 2 PN. Donc, il y a une fécondation, mais il n'y a pas de clivage. Donc là, une observation d'une stérilité sans cause avec absence de clivage. Et on se demande quel est le problème. Est-ce que c'est les ovocytes? Est-ce que c'est les spermatozoïdes? On fait une étude sur le sperme, un fiche sur le sperme. Le taux d'aneuploïdie n'est pas significatif, donc sperme normal. Et on fait une étude sur le côté génétique de la patiente. L'analyse de l'exome est normale, donc il n'y a pas de problème génétique. Est-ce qu'on peut aller plus vite, Dr Halouni, s'il vous plaît? Donc là, se pose le problème d'une mauvaise qualité des ovocytes. Il peut s'agir d'un problème de cytoplasme ou un problème de mitochondrie.
Et donc là, on pense à un enregistrement et un remplacement des mitochondries. Et là, on voit ce qui se passe dans la littérature mondiale. Donc, dans des cas comme ça, là où il y a un problème plutôt de cytoplasme, l'enrichissement du cytoplasme de l'embryon peut donner de l'énergie pour cet embryon bloqué en PN, et ça peut lancer donc le clivage et donner des embryons, comme disent ces publications. Donc on peut transférer le cytoplasme, on peut transférer le pronucléé, et ça donne des grossesses comme vous voyez. Donc le transfert de cytoplasme, de mitochondries, peut être autologue ou bien hétérologue. Autologue, lorsqu'on enrichit l'embryon en PN de la même patiente en utilisant un ovocyte un ovocyte de la même patiente. Mais vous imaginez que si l'ovocyte de cette femme ne donne pas et n'aide pas au clivage, donc le résultat ne va pas être bien. Et ce qui donne par contre un bon résultat, c'est le transfert hétérologue. Donc on enrichit cet embryon bloqué par un cytoplasme d'une donneuse, et ça donne de bons résultats. Pour conclure, donc, stérilité inexpliquée, couple mal exploré. En fait, la définition actuelle de la stérilité inexpliquée se base sur 3 éléments, comme j'ai dit tout à l'heure: un sperme normal, des trompes perméables, une ovulation régulière. Une infertilité inexpliquée ne veut pas dire qu'il n'y a pas une cause à l'infertilité. Le rapport coût-bénéfice à ce jour tend vers le passage rapide en AMP, sans demander d'autres explorations à la recherche d'une cause. En fait, si on fait un passage en AMP, ce passage en AMP permet souvent de faire le diagnostic a posteriori. Cette fécondation in vitro peut révéler la cause de l'infertilité. Enfin, l'échec de fécondation, à quoi est dû? Est-ce que c'est l'ovocyte? Est-ce que c'est le spermatozoïde? Peut-être qu'un jour, on aura des examens qui nous permettent de faire le diagnostic des contingents intracellulaires du spermatozoïde, de l'ovocyte, et à ce moment-là, on peut faire le diagnostic. Je dirais maintenant, infertilité inexpliquée, existe-t-elle vraiment? Et merci. Merci, Dr Halouini, pour la pertinente présentation. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je vous propose d'enchaîner directement avec la présentation du professeur De Ziegler, vu le retard qu'on a en présentation. Et on garde les questions à la fin? Je pense que c'est une bonne idée, parce que ma présentation est sur le même sujet, mais en plus simple. L'infertilité inexpliquée. Certains disent, ça dépend si on a cherché. Et que si on cherche bien, comme on vient de le voir, au final, tout devrait être expliqué. Moi, je vais prendre un point de vue différent, plus simple, plus terre-à-terre, en disant, finalement, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de savoir quelle est l'urgence qu'il y a à passer en fécondation in vitro. Et cette urgence, vous allez voir qu'elle dépend. Elle dépend d'un certain nombre de facteurs. Encore une fois, ça c'est l'équipe de l'hôpital Foch. Alors, le concept de l'infertilité inexpliquée, à mon sens, c'est un concept qui évolue, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la question qui se pose, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il faut passer en fécondation in vitro, oui ou non? Okay? Et est-ce qu'il faut passer avec quelle urgence faut-il le faire? Alors, voilà en gros les étapes du processus. C'est ce qu'on discute en fait à notre DU. Je vous invite à venir, pour ceux qui sont parmi les plus jeunes, le bilan, le diagnostic et d'éventuels traitements hors AMP.
Le bilan, il y a le bilan du côté de la femme, il y a les dosages hormonaux, il y a l'hystéro et l'échographie. Est-ce qu'il faut faire une hystérosalpingographie? Point d'interrogation. Et il ne faut le faire que si on envisage un traitement hors FIV. Autrement, c'est de la maltraitance pour patiente, parce que, ouch, ça fait mal. L'hystérosalpingographie, si on doit passer en FIV, on ne le fait pas. Et on fait le bilan du côté masculin, qui va, comme on le sait, passer par le spermogramme, le TMS. Test de fragmentation, plus ou moins, je suis d'accord avec vous, et si nécessaire, des examens complémentaires chez l'homme tels que l'échographie. Le diagnostic, le message est simple. Le message, c'est le suivant. Il y a, d'une part, du côté féminin, des facteurs tubaires absolus, avec des trompes bouchées. Ça ne va pas le faire. Et il y a d'autre part, du côté masculin, des spermogrammes qui sont, comme on dit en France, en dessous du minimum syndical, moins qu'1 million de spermatozoïdes au TMS. Et dans ces deux cas-là, c'est la FIV obligatoire. Voilà, ça c'est la FIV obligatoire. Tout le reste, les facteurs tubaires relatifs, les problèmes ovariens divers, l'endométriose, vous allez voir ce qu'on peut en dire, les facteurs ovulatoires et les facteurs masculins modérés, la question qui se pose, c'est l'urgence. Il y a deux aspects à l'urgence. Il y a l'urgence médicale et il y a l'urgence personnelle. L'urgence médicale, c'est l'âge, la réserve ovarienne. C'est évident qu'à 37 ans, après 1 an d'attente, il y a des possibilités d'une grossesse spontanée, mais si on fait la FIV à 38 ans, les résultats sont moins bons qu'à 37. Et d'autre part, il y a le problème de réserve ovarienne. L'urgence personnelle fait intervenir, quand on discute avec les gens, les possibilités qu'on a d'attendre ou de ne pas attendre. Je suis contre les traitements préparatoires à la FIV. Je pense que les inséminations n'ont rien à faire. Mais par contre, on peut effectivement attendre 6 mois de plus. Mais parfois, les couples disent non, je ne veux pas attendre. Ou parfois, l'homme est plus âgé. Ou parfois, c'est un deuxième enfant. Et ils ne veulent pas que la différence d'âge soit trop grande. Ça, c'est l'urgence personnelle. Alors après, on discute, pour passer en FIV, du risque opérationnel. C'est la ponction. On plante une aiguille dans le ventre de quelqu'un. C'est toujours, a priori, dangereux. Le risque fonctionnel, c'est l'hyperstimulation. Aujourd'hui, c'est une histoire du passé. Et puis, les risques personnels, il faut évaluer les gens qui ont des risques thromboemboliques divers par un bilan et éviter que la FIV augmente ce risque. Voilà. Le rôle de l'endométriose. L'endométriose, très brièvement, c'est un domaine qui a beaucoup changé. Avant, on faisait des cœlioscopies dans le bilan d'infertilité. Maintenant, khalas, on ne le fait plus. On ne le fait plus parce que, d'abord, ça ne sert à pas grand-chose, parce qu'on n'opère plus les endométrioses, et parce que, d'autre part, l'endométriose n'a pas des résultats en FIV inférieurs à ceux des femmes normales. Voilà les 4 éléments qui ont changé la face de la situation dans l'endométriose. On a des nouvelles techniques de diagnostic, l'échographie, l'IRM. La cœlioscopie de bilan n'est plus d'actualité aujourd'hui parce qu'elle a été faite pour traiter l'endométriose chirurgicalement et qu'aujourd'hui, il ne faut pas le faire parce qu'en effet, les effets de la chirurgie numéro 4 sur la réserve ovarienne, les effets de la chirurgie sont pires que la maladie elle-même. Enfin, les concepts de l'effet toxique de l'inflammation pelvienne sur les ovocytes, et vous allez voir, je vais vous montrer dans une diapo, que la FIV permet d'éviter ça. La FIV permet de court-circuiter ça. Voilà la cavité pelvienne, voilà l'impact de l'endométriose sur l'utérus, sur les ovaires et sur la cavité pelvienne, où une multitude de facteurs inflammatoires sont mis en œuvre. Et en réalité, vous avez la fécondation in vivo qui se passe à la maison, sous la couette. Vous avez un impact de l'inflammation pelvienne sur la qualité ovocytaire, sur le sperme et sur la qualité de l'embryon qui se forme dans la partie distale de la trompe.
Si vous avez recours à la fécondation in vitro, vous court-circuitez ce problème. Et aujourd'hui, on sait que les résultats de la FIV en cas d'endométriose ne sont pas inférieurs. Ça, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec le docteur Junot et le docteur Richard Scott dans le New Jersey. On a fait l'évaluation de l'implantation d'embryons euploïdes chez des femmes avec endométriose et chez des femmes contrôle. Endométriose, c'est en bleu clair. Chez les femmes contrôle, c'est en bleu foncé. Il n'y a pas de différence dans le taux d'aneuploïdie. Le taux d'aneuploïdie augmente avec l'âge chez tout le monde. Ça, c'est normal, mais il n'est pas différent chez les femmes avec endométriose. Et ça, c'est l'équipe de de Bishop, dans la région de Washington, avec les taux d'implantation d'embryons euploïdes congelés, transférés, avec endométriose, et 2 groupes contrôle qui sont des PGD et des facteurs masculins en orange. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes de taux de grossesse, taux de naissance vivante et fausse couche. Donc, l'endométriose n'a plus d'impact. Le rôle du facteur masculin. Le rôle du facteur masculin, vous savez que la WHO, l'OMS, a sorti des nouveaux guidelines pour le spermogramme. La réalité toute crue, entre nous, il ne faut pas le dire à tout le monde, hein, c'est que le spermogramme, ça ne prévoit pas la fertilité des hommes. C'est un truc qui est un peu has-been. Le spermogramme, dans des facteurs extrêmes, mais il n'y a pas de relation entre le spermogramme à 170 millions et 50 millions et le taux de grossesse. L'élément le plus récent sur le sperme, c'est que la durée d'abstinence doit être raccourcie. Alors, le fait d'avoir une abstinence de 2 à 4 jours, c'est bon pour avoir une médaille au spermogramme, si on veut avoir la médaille. Mais si on veut avoir un bébé, ce qui est en général ce que les gens veulent, il vaut mieux une abstinence courte, parce que quand le sperme vieillit dans les voies masculines, la qualité diminue. Donc, la recommandation chez nous, à Foch, c'est 12 heures d'abstinence avant la FIV, avec des rapports protégés pour éviter une grossesse spontanée multiple, le soir avant la ponction. Alors, les échecs d'implantation, qui font à mon sens aussi un peu partie de l'infertilité inexpliquée, les femmes qui ont des échecs d'implantation. Est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule? Ben, vous allez voir, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, on a organisé le 1er juillet 2022 un meeting, un workshop à Lugano, en Suisse, où on a rassemblé des experts nord-américains et européens pour discuter sur l'échec d'implantation répétée, RIF, Repeated Implantation Failure. Ce travail a été débuté par une publication de Paul Piertea quand il était en son fellowship dans le New Jersey, dans lequel il a en fait apporté des éléments très forts pour dire que le repeat implantation failure n'existe pas en tant qu'entité médicale. Voilà ces données. C'est publié en 2021. On a analysé le taux de grossesse, le taux d'implantation et le taux de grossesse après le transfert d'un embryon euploïde, et en cas d'échec après un deuxième, et en cas d'échec après un troisième. Vous avez le taux d'implantation de 69% pour l'embryon euploïde la première fois, 59, 60. Il y a une diminution très faible qui est probablement liée au fait que pour le premier embryon, on prend l'embryon qui est morphologiquement le meilleur. Et le taux de grossesse vivante, 64, 54, 54%. En gros, il n'y a pas de diminution du résultat de transfert d'embryon euploïde après des échecs antérieurs. Si vous aviez un problème de réceptivité, si vous aviez un problème de repeated implantation failure, au fur et à mesure que vous faites des transferts, vous auriez des résultats moins bons. Ce n'est pas le cas. Maintenant, d'autres personnes ont vu ça, ce qui amène à penser que le concept de repeated implantation failure, RIF,
échec d'implantation répétée est un mirage statistique. Il n'y a pas de définition. Une personne du groupe, et j'étais encore en train de revoir le papier qu'on va soumettre dans l'avion ce matin, une personne du groupe a étudié de savoir s'il y avait un effet de cohorte. Ça veut dire, est-ce que les embryons sont indépendants ou est-ce qu'il y a des bonnes cuvées, en quelque sorte, et des moins bonnes cuvées, si on peut se permettre cette comparaison. La réponse est, on ne sait pas, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Ensuite, probablement, on ne peut pas exclure que 5% des couples aient un problème d'implantation répétée, comme ce que vous avez présenté sur des cas extrêmement rares, mais dans la majorité des cas, le concept d'implantation répétée nous apparaît comme un mirage statistique. Quand on parle d'infertilité, est-ce qu'il y a un diagnostic d'infertilité? La réponse est oui. Si on prend des couples infertiles, on va trouver, dans une majorité des cas, des problèmes de trompe, des problèmes de sperme, des problèmes d'endométriose. Et puis oui, 30%, 40%, on ne trouvera rien. Mais l'infertilité est une entité clinique. Il y a des pathologies associées à ça. Le RIF, l'implantation, les échecs d'implantation répétée, il n'y a pas d'entité clinique associée à ça. C'est, à notre sens, un mirage statistique. Les tests de réceptivité endométriale. Le titre de ce chapitre dans l'article que je revoyais ce matin, « The End of an Era », la fin d'une ère, la fin d'une era. Era bullshit. Ça ne sert à rien. Il y a 2 publications qui sont sorties qui montrent que les transferts programmés par ERA ont des résultats moins bons que les transferts programmés par la durée normale d'exposition à la progestérone. Ça a été mis sur le marché sans test d'efficacité. C'est une usurpation de la faiblesse des gens en leur faisant payer des prix très chers, des dosages qui ne servent à rien. Et pour les autres tests, MatriceLab et compagnie, je pense la même chose. C'est une usurpation de la faiblesse des gens qui ont des échecs de FI. Après, chacun pense comme il veut. Le nœud, et c'est le mot de la fin, j'essaie de faire court, le nœud, il faut faire les évaluations en cas d'échec d'implantation avant les échecs. Il ne faut pas s'amuser à dire, en cas d'implantation répétée, il faut commencer à faire ceci ou faire cela. Si quelque chose est utile, il faut le faire avant. C'est quoi cette histoire de faire un test ERA après un échec? Si le test ERA servait à quelque chose, ce n'est pas le cas. Mais s'il servait à quelque chose, s'il avait été testé avant d'être mis sur le marché, on le ferait avant, pas après. Bullshit. Il faut faire les évaluations nécessaires avant, et en ce qui nous concerne, c'est une hystérosonographie pour l'utérus, une échographie de l'utérus et ou une hystéroscopie. Voilà l'évaluation de l'hystérosonographie. Est-ce qu'il faut faire une hystéroscopie en plus? C'est à discuter, ce n'est pas nécessaire, c'est à discuter. Donc, c'est la fin du charlatanisme. OK? Vous êtes tous avec moi? J'espère. Ça, c'est l'équipe qui a été réunie à Lugano. Sorry, chicken, it is the egg. C'est l'œuf le problème. Merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai enlevé la veste, mais j'ai vu que d'autres Tunisiens l'avaient fait aussi. Merci beaucoup, professeur De Ziegler, pour la clarté de cet exposé, malgré la complexité du sujet. Et nous invitons notre ami, le professeur Benaïsseya. C'est ça? Le professeur Benaïsseya, pour nous parler de la place de l'exploration endoscopique dans les infertilités inexpliquées. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir donné cette occasion pour vous parler de la place de l'exploration endoscopique
dans les infertilités inexpliquées. C'est un sujet de controverse et le débat porte essentiellement sur l'intérêt diagnostique et thérapeutique, et éventuellement thérapeutique, de la cystoscopie, mais aussi sur l'indication et le moment optimal de réaliser une cilioscopie lorsque on fait le diagnostic d'une infertilité inexpliquée. Ce débat persiste et pourtant la réalisation de la cilioscopie est relativement encadrée par les recommandations des sociétés savantes. Initialement, la cilioscopie, dans les années 70 et les années 80, faisait partie du bilan initial de l'exploration du couple infertile. Puis par la suite, sa réalisation a été modifiée au fur et à mesure. Donc, avant les années 2000, l'OMS, mais aussi l'Association américaine de fertilité, recommandait la cilioscopie en première intention, au même titre que l'hystérosalpingographie et l'évaluation de l'ovulation. Puis, par la suite, cette indication s'est relativement modifiée en 2004 par le Collège anglais, en 2005 par l'ECHRE et en 2006 par la SRM. Et ces différentes sociétés indiquent que la cilioscopie ne doit être indiquée qu'aux femmes symptomatiques, c'est-à-dire en cas de suspicion d'endométriose ou bien en cas de suspicion d'adhérence ou de pathologie pelvienne. Plus tard, en 2010, le Collège français recommande la cilioscopie en seconde intention en cas de suspicion de pathologie tubo-péritonéale ou bien en cas d'antécédent de chirurgie pelvienne ou d'infection pelvienne. Et enfin, en 2015, la SRM indique la cilioscopie uniquement en présence de symptomatologie pelvienne et de facteurs de risque péritonéaux avec des antécédents d'infection pelvienne et d'endométriose. Donc, ce qu'on remarque ces dernières années, c'est qu'il y a une tendance à s'éloigner d'une approche diagnostique vers une approche pronostique, ce qui va entraîner un traitement des patientes qui sont incomplètement évaluées, voire même sous-diagnostiquées. Donc, la cilioscopie est contournée de plus en plus et le recours à la PMA est de plus en plus fréquent. Les raisons évoquées, c'est tout d'abord la protection des patientes contre les risques possibles des complications chirurgicales mais anesthésiques, mais aussi, il faut dire qu'il y a une acceptation croissante de la PMA par les couples infertiles, les taux de réussite qui sont aussi importants de la fécondation in vitro, qui ont rendu cette voie une voie de solution de facilité et d'évasion qui va permettre de diminuer les investigations, mais aussi d'éviter certaines chirurgies invasives. Alors, y a-t-il un réel intérêt diagnostique, mais aussi thérapeutique, voire économique, à réaliser une exploration endoscopique dans le bilan initial d'infertilité inexpliquée? Alors, pour répondre à cette problématique, nous allons tout d'abord essayer d'évaluer la valeur diagnostique de l'hystérosalpingographie pour la détection des pathologies utérotubaires, mais aussi d'évaluer la valeur diagnostique de l'ERM et de l'échographie endovaginale qui sont demandées en seconde intention essentiellement à la recherche d'endométriose, en cas bien sûr de suspicion clinique, pour la détection des anomalies tubo-péritonéales. On va voir aussi la capacité de l'hystérocilioscopie à améliorer la fertilité spontanée et même la fertilité et les résultats de la FIV en post-opératoire. Et enfin, on va voir s'il y a une possibilité de modifier la prise en charge thérapeutique suite à la réalisation de cette cilioscopie. Alors, quelle est la valeur diagnostique de l'hystérosalpingographie? Nous commençons tout d'abord par la perméabilité tubaire, et à ce propos, la littérature est très riche, et
j'ai choisi une publication tunisienne qui est prospective, qui concerne 120 patientes, chez qui on a fait une hystérosalpingographie et on a fait systématiquement une cystoscopie derrière. Alors la situation où l'hystérosalpingographie a montré des trompes perméables et qui ont été jugées par la suite à travers la cystoscopie comme étant obstruées, a consisté en fait chez 24 patientes. Donc ce qui nous fait 24 sur 78, ça fait quand même 30% de faux négatifs. En réalité, le taux de faux négatifs dans la littérature, et en ce qui concerne la perméabilité tubaire, elle est de 10 à 56%. Il y a aussi une variabilité interobservateur qui est quand même importante de 20%. Vous savez que le passage de produits de contraste au niveau des veines ovariennes et des veines utérines peuvent être confondus avec un passage tubaire. Cette hystérosalpingographie aussi, elle est incapable de dépister les anomalies fonctionnelles. Donc des trompes qui sont perméables peuvent être physiologiquement dysfonctionnelles. Et dans ce cas, la cystoscopie, elle est considérée par la plupart des auteurs comme un examen, toujours pour la perméabilité tubaire, comme un examen gold standard pour évaluer cette perméabilité tubaire. Mais en fait, c'est un examen qui n'est pas sans faille, et on sait tous que lors de la cystoscopie, il peut y avoir des fausses obstructions qui sont dues essentiellement à des problèmes techniques, lors du remplissage par le bleuméthylène, mais aussi parfois par des spasmes tubaires dus à une sédation qui est insuffisante. Deuxième volet, c'est les adhérences pelviennes. Donc la relation entre adhérence pelvienne et infertilité, elle est admise par tous, et la prévalence de ces adhérences pelviennes, elle est de 10 à 23% chez les femmes infertiles. La sensibilité de l'hystérographie, elle est très faible, elle est de 9,5%. Et bien sûr, la cystoscopie est l'examen de référence pour la détection de ces adhérences pelviennes. Donc, elle nous donne une vue sur le pelvis et elle ne va pas rater l'existence de ces adhérences pelviennes. Concernant la cavité utérine et l'exploration de la cavité utérine, alors plusieurs études ont corrélé et ont fait le rapport entre les résultats à l'hystérosalpingographie et à l'hystéroscopie. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte sensibilité et un coefficient de corrélation qui est quand même assez important entre l'hystérographie et l'hystéroscopie. Le taux de faux négatifs varie entre 16 et 25%, c'est un taux quand même assez important. Les principales anomalies retrouvées à l'hystéroscopie qu'on ne retrouve pas à l'hystérosalpingographie, c'est essentiellement des anomalies d'épaisseur de la muqueuse, mais surtout l'endométrite chronique. Et on a vu tout à l'heure l'impact de l'endométrite chronique sur la fertilité et son traitement éventuel peut améliorer la fertilité, mais aussi quelques synéchies. Alors ces lésions, bien sûr, elles peuvent être responsables d'infertilité et je pense qu'il faut à tout prix les rechercher. Donc en définitive, cet examen qui est demandé de première intention a beaucoup de taux de faux négatifs. Donc le taux de faux négatifs est très élevé. Il peut être considéré comme un examen de dépistage uniquement chez les patientes à faible risque de maladie tubo-péritonéale. Et finalement, l'hystérosalpingographie et la cœlioscopie sont des examens qui se complètent, donc on doit les associer, surtout en cas de facteurs de risque péritonéaux, des antécédents d'infection pelvienne ou de chirurgie pelvienne. Nous allons voir par la suite la valeur diagnostique de l'ERM et de l'échographie endovaginale. Vous savez que l'ERM et l'échographie endovaginale sont demandées en seconde intention lorsqu'il y a essentiellement une suspicion d'endométriose. Cette ERM qui est demandée de seconde intention, ce qu'on constate, c'est qu'elle a une excellente valeur diagnostique avec une sensibilité et une spécificité importante pour les formes ovariennes et profondes. Mais cette ERM, pour les formes superficielles, il y a quand même une mauvaise détection, et la détection, elle est non satisfaisante pour les endométrioses stade 1 et stade 2. L'échographie endovaginale, elle est aussi demandée en seconde intention,
Alors, pour l'échographie endovaginale, les performances diagnostiques sont pratiquement identiques à l'IRM pour la détection de l'endométriome. Lorsqu'elle est faite par un opérateur référent, elle est plus sensible que l'IRM pour le diagnostic des lésions du compartiment postérieur, moins sensible pour les lésions de la cloison vaginale, mais aussi de localisation vaginale. Et elle est très peu fiable pour la détection des adhérences. Alors, on sait maintenant que les progrès en termes d'imagerie médicale, aussi bien pour l'IRM que pour l'échographie, qui ont permis de déférer le recours à la cystoscopie. Mais l'IRM et l'échographie ne permettent pas une détection satisfaisante pour les endométrioses stade 1 et stade 2. Et en plus, en cas où l'endométriose est asymptomatique, ce qui représente quand même 4 à 43%, l'IRM n'est pas indiqué, donc n'est pas demandé, et donc l'endométriose n'est pas diagnostiquée. Et l'infertilité dans ce cas est considérée comme inexpliquée, à tort d'ailleurs, par l'absence de demande de l'IRM. Troisième volet de ma présentation concerne la fécondité et la fertilité spontanée après la cystoscopie. Donc la réalisation d'une exploration endoscopique et éventuellement thérapeutique, est-ce qu'elle permet ou pas une amélioration de la fertilité spontanée? Tout d'abord, lorsqu'on fait une cystoscopie, alors que tous les examens initiaux, en tout cas le bilan initial est négatif, quelles sont les lésions qu'on peut retrouver? Dans la littérature, j'ai retrouvé 14 études. Dans la méthodologie, elle est variable, elle est souvent rétrospective. Les critères d'inclusion sont toujours hétérogènes. En fait, le bilan initial est variable en fonction des équipes et des centres médicaux. Et pour l'ensemble de ces études et pour l'effectif total, l'âge moyen était de 26 ans, la durée d'infertilité elle était entre 2 et 7 ans. L'infertilité était primaire, essentiellement, dans 55%, et plus rarement, c'était une infertilité secondaire. Alors, les anomalies pelviennes retrouvées à la cystoscopie, globalement, c'est entre 21 et 98%. L'endométriose et les adhérences sont majoritaires dans ce cas. Pour l'endométriose stade 1, elle est entre 2 et 70%. Pour l'endométriose stade 4, elle est entre 1 et 24%. Les adhérences, entre 41 et 52%. Donc, ce sont les anomalies retrouvées à la cystoscopie lorsque le bilan initial était négatif. Alors, quels sont les gestes opératoires faits dans ce cas? Il y a très peu d'études qui proposent ou qui ont relaté ces gestes opératoires, seulement 4 études qui les décrivent dans leurs critères de jugement. Alors, le taux de geste opératoire globalement varie, selon les études, entre 16 et 80%. C'est essentiellement de la dysiolyse, lorsqu'il y a des adhérences, mais aussi des traitements de l'endométriose stade 1, les minimes, en faisant une électrocoagulation à la bipolaire. Alors, est-ce que le traitement va améliorer la fertilité spontanée ou pas? Donc là, on a une revue Cochrane qui montre que pour les endométrioses minimes, le taux de grossesse lorsqu'on fait une cystoscopie opératoire est significativement plus élevé qu'en cas de cystoscopie diagnostique. Aussi, cette étude canadienne, qui est une étude qui est un essai randomisé, multicentrique, a montré qu'il y a un meilleur taux de grossesse à 36 semaines post-opératoire dans les groupes de cystoscopie opératoire par rapport au groupe de la cystoscopie diagnostique, et ça d'une manière significative. Et enfin, l'ECHRE, dernièrement en 2022, montre que la cystoscopie opératoire, en cas d'endométriose stade 1, est associée à une augmentation de la fertilité spontanée et de taux de grossesse vivante. Alors, la cystoscopie, lorsqu'on l'a fait, est-ce qu'elle peut modifier la prise en charge initiale ou bien la stratégie thérapeutique initiale? Là aussi,
il y a très peu d'études qui ont étudié ce changement de prise en charge initiale après la cystoscopie. On a retenu 4, et ce qu'on remarque, c'est que quand même, les patientes qui ont eu une modification de la prise en charge initiale étaient entre 14 et 64%. Le plus souvent, le passage vers la fécondation in vitro, devant la constatation de lésions avec des mauvais pronostics, et dans ce cas, la plupart du temps, c'était des FIV. Alors, une étude turque a essayé de voir s'il y a une modification en fonction, toujours de modification de prise en charge initiale, en fonction du type d'infertilité. Ce qu'ils ont constaté, c'est que cette modification de prise en charge initiale est plus importante en cas d'infertilité secondaire par rapport à l'infertilité primaire. Cela peut être dû, en fait, au nombre de facteurs de risque qui est beaucoup plus important chez les femmes en infertilité secondaire par rapport à l'infertilité primaire. Alors, le ratio coût-bénéfice, il est important de parler du volet économique, surtout dans notre pays. Et là, je vous propose donc une étude qui a été faite en 2009. Et cette étude a évalué le rapport coût-bénéfice en fonction du type de prise en charge, c'est-à-dire l'expectative, ou là même d'emblée, cilioscopie puis expectative, et enfin cilioscopie AMP. Ce qu'elle a montré, c'est que la cilioscopie est suivie d'une conduite expectative et la conduite à tenir qui a le meilleur rapport coût-bénéfice. Et que la prise en charge en AMP reste lourde et coûteuse, et qu'il y a quand même un fort taux d'abandon, et donc il y a une diminution de taux de grossesse cumulé. Mais il n'y a pas eu d'étude qui a évalué le rapport coût-efficacité lorsque la cystoscopie est faite de manière systématique. Alors, cette cystoscopie n'est pas sans risque. C'est un examen qui est invasif, avec un taux de mortalité qui est quand même assez important, de 3,3 pour 100 000 cilios. Il y a des complications qui sont péropératoires, parfois graves, qui nécessitent une laparoconversion, et des complications post-opératoires qui sont minimes, mais qui existent. En fait, il faut faire attention, il faut essayer de toujours sélectionner les patientes à risque et essayer toujours de s'assurer de la bonne indication de la cystoscopie dans ces cas-là. Et c'est pour cela qu'on va parler de la microcystoscopie, qui est une technique qui va permettre qui a pratiquement le même rôle que la cystoscopie classique, mais qui a beaucoup moins de complications, surtout anesthésiques, puisqu'elle est faite sous anesthésie locale avec une sédation. Donc, en fait, il n'y a pas de différence significative en termes de résultats entre la microcystoscopie et la cystoscopie classique. Elle permet d'analyser la cavité pelvienne et elle permet aussi d'opérer les patientes. Elle se fait en ambulatoire et sous sédation. Et l'avantage de cette microcystoscopie, elle est beaucoup moins douloureuse en post-opératoire et bien sûr, il y a un meilleur résultat esthétique. Un petit mot sur la fertiloscopie, qui est une technique endoscopique aussi. Là, je vous propose 6 études qui ont comparé la fertiloscopie à la cystoscopie classique. Et on voit qu'il y a quand même une concordance importante pour tout ce qui est adhérence et pathologie tubaire entre la fertiloscopie et la cystoscopie classique. Elle est moins importante pour le diagnostic de l'endométriose. Le taux de complication ici n'est pas négligeable, il est entre 2 et 4%. Donc en termes d'examen diagnostique, la fertiloscopie, elle aurait toute sa place. Ce qui est l'inconvénient en fait, ou ce qui désavantage un peu cette technique, c'est qu'elle ne permet pas une exploration pelvienne aussi complète que la cystoscopie classique. Et puis, les instruments de la fertiloscopie sont plus onéreux que celles de la cystoscopie classique. Ça reste quand même un examen de diagnostic, sauf pour le draining. On peut aller plus vite, Dr Benaïssé, s'il vous plaît. Je vais terminer, j'en ai pour 2 minutes. Donc, au terme de cette revue, quel est le moment optimal pour faire cette cystoscopie?
Alors, en cas d'infertilité inexpliquée, lorsqu'il n'y a pas de facteur de risque, tout le monde est d'accord pour faire l'hystérocilioscopie, et en fonction du résultat de l'hystérocilio, il y aura une prise en charge, une stratégie thérapeutique en fonction de ce qu'on trouve à l'hystéroscopie. Le problème se pose, c'est pour les couples infertiles, avec une infertilité toujours inexpliquée, mais qui n'ont pas de facteur de risque. Alors, le Collège français, par exemple, il préconise une expectative suivie de 3 ou 4 inséminations, et en cas d'échec, c'est la fécondation in vitro. Si on fait une insémination sans s'assurer du contexte tubo-péritonéal et de la normalité de cette région-là, le taux d'échec des inséminations sera important. C'est pour ça qu'il est licite de faire une cystoscopie avant de passer à tout ce qui est PMA, avant l'IAC et avant la fécondation in vitro. Bien sûr, la durée d'expectative, elle est en fonction de l'âge, en fonction de la réserve ovarienne, en fonction de la durée et de l'infertilité. Donc, en définitif, les contraintes de temps, la perception sociétale, l'obligation des résultats aussi, peuvent conduire à faire la fécondation in vitro de façon très précipitée, d'emblée, sans cystoscopie préalable. Mais le bénéfice absolu de la cystoscopie devrait pouvoir être chiffré non seulement par l'évaluation des pathologies pelviennes identifiées, mais aussi par son impact sur la prise en charge et sur la fertilité spontanée. Enfin, le choix de réaliser une cystoscopie s'inscrit dans une démarche personnalisée en fonction du contexte clinique, économique et social. Et pour les couples qui sont en situation particulière, ou lorsque les couples sont confrontés à des obstacles économiques ou juridiques empêchant l'accès à la PMA, je pense qu'une approche par étapes mettant en œuvre les méthodes les moins coûteuses reste valable, et d'où l'intérêt de la cystoscopie dans ce cas. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur Naïssi, pour cette communication, la cystoscopie et l'hystéroscopie. Et on va passer la parole pour notre professeur Marouane donc Braham. La communication au lieu de professeur Ziwa, qui est intitulée donc l'algorithme de prise en charge de l'infertilité inexpliquée, malgré c'est tard. Hein, mais allez-y, madame. Merci, Dr Hamemi. Alors, je sais qu'il fait chaud, qu'il fait tard, et que la plupart d'entre vous sont déçus. Ah oui, j'ai gardé. Et que la plupart d'entre vous sont déçus parce que ce n'est pas Dr Ziwa, mais je vais essayer de bonne figure et de bien le remplacer. Il s'excuse parce qu'il a eu un empêchement familial urgent. Alors, on a vu l'infertilité inexpliquée. On a vu la définition, le pronostic, est-ce qu'il faut faire une cellule ou pas faire une cellule. Mais finalement, on reste dans de l'inexpliqué, dans le néant. Comment faire pour prendre en charge du néant? S'il n'y a rien, comment faire pour le prendre en charge? Eh bien, pour prendre en charge le néant, on va faire du pifomètre. Il faut essayer des choses. Qu'est-ce qu'on va essayer? Je vous invite à imaginer que vous êtes devant un couple. Vous avez fait toutes les explorations. C'est un couple beau et en même temps avec une infertilité inexpliquée. Qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau pour leur proposer une prise en charge? Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une autoroute dans ma tête et je me dis, est-ce que je devrais aller mollo-mollo ou accélérer un tout petit peu ou finalement se mettre dans la peau de Speedy Gonzalez et commencer à courir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez bien compris que mollo-mollo veut dire attendre, faire de l'expectative. Attendre qu'une grossesse spontanée arrive. Un scooter, une petite vitesse, c'est soit des rapports sexuels, programmés ou pas, soit une insémination. Et si on veut appuyer sur le champignon et aller très rapidement, eh bien on va leur proposer une FIV, une prise en charge en IVF ou en ICSI. On va voir toutes ces méthodes de prise en charge une par une. Allez, commençons par l'expectative. Devrait-on attendre? C'est très intéressant. Là, c'est une plaque qui montre que si on prend des couples... Hop, ça marche, mais c'est pas très bien. Alors, si on prend des couples avec une infertilité expliquée, quand on a fini toute l'exploration, on s'était dit, allez, c'est une exploration inexpliquée, eh bien, si on attend 1 an, 23% auront une grossesse spontanée.
Si on attend 2 ans, on serait à 34%. Si on attend 2 ans et demi, on serait à 37%. Donc finalement, il y a des conceptions naturelles avec une infertilité inexpliquée. Et cette conception naturelle, suite à une infertilité qu'on n'arrive pas à expliquer, elle est nettement supérieure aux conceptions spontanées par rapport à l'endométriose, aux troubles immunologiques, aux facteurs masculins. Il y a même des grossesses spontanées avec des facteurs, après des facteurs tubaires, ça existe. Mais en tout cas, l'infertilité expliquée donne le meilleur taux de grossesse spontanée, c'est-à-dire à la casa, comme dit le docteur De Ziegler, à la casa, après une exploration définitive. Mais il y a un petit bémol. Quand on regarde le taux de conception spontanée, en fonction de l'âge, on voit qu'il y a une décroissance, une cassure, une courbe qui descend très rapidement, et ceci à partir de l'âge de 38 ans. La conception naturelle, c'est le bon Dieu qui voulait ça, diminue à partir de 38 ans. Donc si l'âge est important, donc c'est un facteur pronostic, c'est un facteur prédictif pour avoir une conception. Y a-t-il d'autres facteurs pronostiques? Il y en a. Là, c'est un très beau travail fait par une équipe hollandaise qui a montré que les facteurs pronostiques les plus importants pour avoir une conception naturelle après une infertilité inexpliquée sont l'âge de la patiente, la durée de l'infertilité, le type de l'infertilité, est-ce primaire ou secondaire, la mobilité du sperme, est-ce que c'est une consultation de premier, deuxième ou troisième niveau, et si on a fait un test coïtal. Quand on regarde, on voit que quand on avance dans le score pronostic, on a une diminution du taux de grossesse. Je vous invite à se pencher sur ça. Imaginons qu'on a une patiente de 38-39 ans qui a une durée d'infertilité de 3-4 ans. Donc on a 13 plus 7, 20. Qui a une infertilité primaire, on est à 28. Et qui a une mobilité normale, une mobilité du sperme normale à 35%. Donc en quart, 4 points, 32%. Elle est venue vous voir dans votre centre, donc c'est une consultation deuxième niveau, au troisième ou quatrième niveau, et tout le reste est là. On est facilement à 35 et on n'aura que 9% de grossesse. Donc il y a des facteurs prédictifs. Certes, la conception naturelle marche, mais il faut chercher les facteurs négatifs pour avoir cette conception naturelle. D'ailleurs, les Canadiens qui ont sorti leurs recommandations par rapport à ça disent, oui, on peut proposer une conception naturelle, ça veut dire une expectative pour les couples avec une infertilité expliquée, si on a un bon pronostic basé sur l'âge et c'est la durée d'infertilité. Les Américains sont carrés, ils n'en parlent même pas. Ils n'en parlent même pas. On arrive au rapport sexuel, programmé ou pas. Pour faire court, les rapports ne sont pas recommandés. Quand on utilise du citrate de chlomifène, du létrozole, des gonadotrophines, ça ne marche pas. On ne peut pas leur donner des citrates de chlomifène et leur dire revenez après et on verra s'il y a une grossesse ou pas. En fait, si on compare ceci à une conception naturelle, il n'y a pas de différence. Donc les rapports ne marchent pas. Vous allez me dire, si on programme les rapports, si on donne un boost d'ACG et on leur dit allez là, vous allez avoir une bonne soirée et essayez d'avoir un rapport pour essayer d'avoir une grossesse. Là non plus, ça ne marche pas. Et ça a été vraiment rapporté par les recommandations de l'American Society. Donc finalement, les rapports, on oublie. Si les rapports ne marchent pas, deuxième step, deuxième marche, les inséminations intra-utérines. Quand on fait des inséminations intra-utérines, il y a des questions pour lesquelles on devrait avoir des réponses. Devrait-on stimuler? Parce que je vous rappelle que là, on parle d'infertilité inexpliquée. Donc, c'est des patientes normaux ovulantes avec des cycles réguliers. Ça suppose qu'on a un follicule avec un ovocyte tous les mois. Est-ce qu'on devrait stimuler? Si on doit stimuler, on va stimuler avec quoi? Et quand est-ce qu'on devrait faire l'insémination? Allez, ayons des réponses pour tout ça. Devrait-on stimuler? La réponse est oui, c'est clair et net. Si on a 2 follicules, on a plus de grossesse par rapport à un seul follicule. Si on a 3 follicules, on a plus de grossesse dans l'insémination par rapport à un follicule. Si on a 4, on a encore plus de grossesse par rapport à un follicule. Donc, il faut stimuler. On ne peut pas faire des inséminations intra-utérines sur des cycles spontanés. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été recommandé par les Canadiens et par les Américains. Si on va faire une insémination intra-utérine, il faut stimuler. Avec quoi on va stimuler? Du serpafar, du citrate de chlomifène, du létrozole ou des gonadotrophines.
Donc là, c'est une très belle méta-analyse. Ce n'est pas une méta-analyse classique, là, on a vraiment les datas de tous les patientes. On a essayé de les matcher, c'est très récent, et on a sorti que si on compare le létrozole versus citrate de clomifène en insémination, il n'y a pas de différence significative, et ceci, quel que soit l'âge, le BMI et le type d'infertilité. Si on compare les gonadotrophines, les gonadotrophines par rapport au citrate de clomifène, et bien là, on a plus de grossesse, certes plus de grossesse multiples, et ceci indépendamment de l'âge, du BMI et du type d'infertilité. Si on compare les gonadotrophines versus les létrozoles, même résultat, plus de grossesse multiples, et ceci indépendamment de tous ces paramètres-là. Quand on fait une insémination, devrait-on rajouter des agonistes ou des antagonistes pour essayer de prévenir le pic de LH pour des inséminations? C'est une question qui se pose. Là, on a démontré qu'il y a une petite différence significative en termes de grossesse clinique avec les agonistes, donc ça pourrait marcher, mais ça coûte cher. Mais il n'y a pas de différence significative par rapport aux antagonistes. Ça, c'est sur la Cochrane de 2021. Mais en tout cas, l'ASRM ne recommande pas d'utiliser le citrate de clomifène. Et on ne peut pas non plus associer le citrate de clomifène, en tout cas un agent oral, un médicament oral, avec le gonadotrophine pour essayer d'améliorer les choses. Ça ne marche pas. La Cochrane rapporte les mêmes conclusions. Les gonadotrophines marchent mieux pour donner des grossesses, des naissances vivantes non cumulatives que les citrates de clomifène et que le létrozole. Et il n'y a pas de différence significative pour essayer d'associer des gonadotrophines, donc un traitement injectable et un traitement oral pour améliorer les choses. Et d'ailleurs, les Américains, dollars, argent, money is money, ils disent que pas de gonadotrophine parce que ça coûte plus cher. Et c'est plus complexe pour la patiente, alors que les Canadiens, plus cool, plus gentils, oui, on peut recommander les gonadotrophines, mais il faut savoir, il faut dire à la patiente qu'on a un risque légèrement augmenté de grossesse multiple. On arrive à l'argent, et bien oui, si on utilise des gonadotrophines, ça coûte plus cher. On voit que si on a une grossesse avec citrate de clomifène, le taux de grossesse augmente avec les gonadotrophines, mais là, sur l'autre courbe, on voit le coût pour avoir le maximum de grossesse. C'est un truc statistique pour calculer le maximum de grossesse. On a démontré que pour avoir la meilleure chance d'avoir une grossesse avec citrate de clomifène, ça coûte entre 0 et 3 000 $. Avec le létrozole, 3 à 45 000 ou 50 000 $. Et avec le gonadotrophine, ça coûte plus cher que 50 000 $ pour avoir une grossesse. Donc les gonadotrophines, ça marche mieux, mais ça coûte cher. Quand inséminer, entre 0 et 36 heures, et une seule fois. C'est des recommandations de level B, une seule fois, entre 0 et 36 heures. Est-ce qu'on est plus rapide avec le gonadotrophine par rapport aux agents oraux? C'est une question que se pose. Les patientes sont un peu dans la pression et dans la rapidité. Ils veulent avoir des grossesses rapidement. Oui, si on compare gonadotrophine versus citrate de clomifène, c'est plus rapide. Time to pregnancy est plus court. Si on compare gonadotrophine versus létrozole, là aussi c'est plus rapide. Si on compare létrozole et citrate de clomifène, c'est la même chose. Belle transition pour la rapidité. Si on veut être rapide, on espie des Gonzalez et on fait une IVF. Est-ce que l'IVF marche? Est-ce que la FIV marche? L'IVF marche. Pour clore un peu rapidement les débats, IVF ou ICSI, c'est la même chose. Qu'on fait une fécondation in vitro classique ou une ICSI, pour ces patientes avec une infertilité expliquée, ça donne exactement la même chose. Le pronostic, c'est important. Je vous rappelle la courbe faite par UNO, l'équipe hollandaise. L'âge de la patiente, la durée de la fertilité et le type d'infertilité. Il faut savoir vraiment prendre en charge tout ça pour pouvoir proposer un traitement à la patiente. Très belle étude. En 2014, on a essayé de voir chez les patientes âgées, vous voyez que l'âge moyen dans les 3 groupes il est de 40 ans. On a fait 3 groupes. Le premier groupe, on a fait 2 cycles de citrate de clomifène avec une insémination. Le deuxième groupe, on a fait 2 cycles de gonadotrophine après une insémination. Le troisième groupe, on a fait une FIV directe. Si ça ne marche pas dans les 3 groupes, on faisait une autre FIV après. Voici les résultats. Le taux de naissance vivante dans le premier groupe était de 15%, chez des patientes de 40 ans. Le taux de naissance vivante dans le groupe gonadotrophine insémination était de 13,2%. Le taux de naissance vivante avec une FIV immédiate chez les 40 ans était de
31%. C'est énorme, hein, et la différence était vraiment significative. D'ailleurs, 84% de toutes les naissances vivantes étaient issues d'une fécondation in vitro. Quand commençait cette fécondation in vitro? Quand on proposait ça aux patientes, aux couples. Là aussi, on a essayé de faire deux groupes, un groupe conventionnel et un groupe accéléré. Alors, le groupe conventionnel, c'est quoi? 3 cycles de citrate de clomiphène, insémination, 3 cycles de gonadotrophine, insémination. Si ça ne marche pas, on fait 6 FIV. Deuxième groupe, 3 cycles de citrate de clomiphène, insémination. On ne fait pas gonadotrophine, insémination, on passe directement à la FIV, chez des patientes plus ou moins jeunes. Voilà ce qu'on a trouvé. Il y avait, dans le groupe accéléré, un taux, en tout cas, un temps de pregnancy beaucoup plus rapide, donc une accélération pour avoir une grossesse, et surtout, $, les États-Unis d'Amérique, on a gagné 9 800 $ dans le groupe accéléré pour avoir, in fine, après 24 mois, le même taux de grossesse. D'ailleurs, voici les recommandations d'ASRM. Pour les patients dont l'âge est supérieur à 38 ans, on peut avoir, pour faire la FIV, est associé à un taux de grossesse plus important et une durée pour avoir une grossesse plus courte. Et même pour les patientes qui ont un âge inférieur à 40 ans, donc IVF directement donne un temps plus court et moins d'argent pour les patients dont l'âge est inférieur à 40 ans. Donc on revient à 38 ans. D'ailleurs, c'est ça les recommandations. Quand est-ce qu'il faut faire ça? Pour la SRM, 3 à 4 inséminations avec un traitement oral. Si ça ne marche pas, on passe directement à l'insémination. Et pour les Canadiens, c'est juste 3 cycles. Allez, c'est fini, il est tard. En conclusion, allez, on va prendre l'autoroute ensemble. Qu'est-ce qu'on va proposer au couple? Soit on va attendre, si on a un bon pronostic, ça veut dire un âge jeune de la patiente, et si on n'a pas une durée d'infertilité très importante. On oublie les rapports, qu'ils soient programmés ou pas. Les inséminations intra-utérines, oui, pour les patients dont l'âge est inférieur à 38 ans. Et là, il faut faire une stimulation ovarienne. Ça ne se fait pas sur des cycles spontanés, soit avec du citrate de clomiphène, soit avec du létrozole, soit avec de gonadotrophine. Et il ne faut pas aller au-delà de 3-4 cycles. La FIV, 130 à l'heure, oui, pour les patientes âgées, après 3 à 4 cycles d'insémination intra-utérine, et ça va donner une durée pour avoir une grossesse plus courte. Est-ce qu'il y a un algorithme pour ça? Dans l'interdire, il n'y en a pas. Je vais juste vous ramener ce qu'on fait dans notre hôpital. Parce qu'un algorithme n'est pas facile pour ces couples-là, dont l'histoire diffère, dont la durée de l'infertilité diffère, dont le vécu de l'infertilité diffère, le poids psychologique diffère, la pression sociale et familiale diffère, et aussi ce que le couple veut. Si le couple désire aller rapidement en FIV, on n'est pas obligé de les contraindre et de leur dire non. On va faire 3 cycles d'insémination, après on passe en FIV. Donc tout ça, il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir proposer une thérapeutique au couple. Ce qu'on fait à l'hôpital Arizona, schématiquement, c'est ça. Pour les patients dont l'âge est inférieur à 30 ans, donc c'est une infertilité inexpliquée, donc on a fait des explorations, on n'a pas trouvé de cause à cette infertilité. Pour les patients inférieurs à 30 ans, on fait une expectative, après 4 inséminations, si ça ne marche pas, on passe en FIV. Entre 30 et 35 ans, on fait directement 3 à 4 inséminations, si ça ne marche pas, on passe en FIV. Pour les patients entre 35 et 38 ans, on fait 2 à 3 inséminations, si ça ne marche pas, on passe en FIV. Et je ne vous cache pas qu'on a la FIV facile pour les couples dont la femme a plus que 38 ans. Est-ce qu'on pourrait vraiment mettre toutes ces patientes dans ces cases? Pas du tout. Hein. Il faut faire du sur-mesure et proposer à chaque couple le traitement dont il a besoin. Et je vous remercie.